Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Jeudi dernier, les co-avocats principaux pour les parties civiles ont eu la parole. L'avocat cambodgien avait terminé son interrogatoire. La parole va être donnée à l'avocat international. La défense demande la parole. Veuillez préciser l'objet de votre intervention avant d'entrer dans le vif du sujet. Évitez d'interrompre l'audience compte tenu du temps qui a été donné à chacune des parties. Veuillez commencer par indiquer de quoi vous voulez parler. Et la Chambre, le cas échéant, vous donnera la parole. La Chambre a constaté que parfois, vous ne vous conformez pas aux instructions et aux décisions de la Chambre. La Défense, merci. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Très brièvement, deux choses. Premièrement, très brièvement, je voudrais rectifier ce qui était dit. C'est une demande orale que j'ai faite. Par équité, nous devons entendre nos confrères de cette partie-ci. L'accusation, vous devez rendre une décision orale. Je vois que vous vous levez et que vous sortez, mais les juges doivent traiter les questions qui se posent. Quitter le prétoire ne règle pas le problème. C'est ce que j'avais dit, bien sûr, mercredi. Interruption, les interprètes n'entendent plus l'orateur. Le président, la Chambre ne vous autorise pas à continuer là-dessus. Voulez-vous aborder un autre point? La défense, oui, comme je l'ai dit, je veux parler de deux points. J'en viens au deuxième. C'est une demande d'éclaircissement. Cela concerne quelque chose qu'a dit la juge Cartwright mercredi. Visiblement, vous ne comprenez pas pleinement les procédures dans les cadres desquels nous fonctionnons. Le cadre juridique applicable pour ce tribunal ne prévoit pas que l'on puisse supprimer des éléments en tant que réparation. Et donc, cette requête ne peut être sérieusement envisagée. C'est ce qu'a dit la juge Cartwright. Le cadre juridique applicable ne prévoit pas la suppression d'éléments. Voici ce que j'aimerais obtenir comme éclaircissement. 2 jours après que la juge Cartwright a dit ça, officiellement dans le prétoire, elle a signé ce qui était présenté comme une ordonnance visant à rayer des mots du procès-verbal, de la transcription. Je m'interroge. La juge Cartwright dit clairement qu'on ne peut pas supprimer des éléments, et ensuite, la Chambre, avec sa signature à elle, a rayé certains éléments de la transcription. Le juge Hunt du TPY a dit quelque chose au sujet des décisions judiciaires dans l'affaire Milosevic. Je ne connais qu'une source pouvant justifier cette méthode. Quand j'utilise un mot, c'est dans le sens que je veux lui donner, rien d'autre.
Malheureusement, l'orateur parle beaucoup trop vite pour que les interprètes puissent faire honneur à cette intervention et la traduire de manière appropriée. So, Le président, vous n'êtes pas autorisé à parler de cela. La parole est à présent donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Your Honor, could I? យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិយាយតទៅទៀតទេ Vous n'êtes plus autorisé à parler de cela. Cela figure déjà dans la transcription. En tant que président, je ne vous autorise pas à reparler de cela. La parole est à présent donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles pour l'interrogatoire de ce témoin. La partie civile. Bonjour aux juges, aux parties, aux moines et à toutes les personnes ici présentes. En réalité, je n'avais pas terminé mon interrogatoire de ce témoin. La dernière fois, les co-avocats principaux ont interrogé ce témoin pendant 20 minutes. Il nous reste donc encore 1 heure. J'aimerais donc continuer. Bonjour, monsieur le témoin. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser. Jeudi, vous avez dit que Tamok vous avait formé. À quel moment était-ce? Quel était l'objet de cette formation? Réponse. Tamok m'a formé depuis mon séjour dans la forêt. À l'époque, les thèmes abordés étaient différents de ceux qui étaient traités à l'époque de l'offensive. Dans la forêt, les formations portaient sur la situation du pays. Il était question de la dépendance et du colonialisme économique vis-à-vis des Français. Pendant les combats, il nous a enseigné les techniques militaires et la manière de battre l'ennemi, ainsi que les stratégies visant à capturer des villages, des casernes le long de la route, et également la façon de détruire des ponts. Après la victoire, il nous a enseigné la manière de défendre et d'édifier le pays. Il fallait d'une part lutter contre l'ennemi et d'autre part défendre le pays. Tels étaient les termes abordés. Il y a une chose qui m'intéresse, dit la partie civile. Il s'agit de la destruction des ponts. Pourquoi fallait-il détruire des ponts pendant la guerre? Réponse. Il fallait attaquer l'ennemi, détruire les routes et les ponts, parce qu'il s'agissait des principales voies de transport utilisées par l'ennemi. Pour battre l'ennemi, il nous fallait donc lui couper l'arrivée de sang.
Question. Vous a-t-il aussi formé concernant le traitement des civils? Réponse. Nous ne devions pas maltraiter les civils quand nous attaquions l'ennemi. En fait, en 1970, quand on capturait un soldat, on l'emmenait à la caserne et ensuite on l'emmenait vers l'arrière. Si des parents du soldat étaient morts pendant la guerre, ils étaient emmenés vers l'arrière et il y avait une cérémonie religieuse et on donnait de l'argent à la famille. Question. Concernant les instructions, les ordres de l'échelon supérieur. Ces ordres et instructions, quand vous étiez parmi les forces armées, étaient-ils mis en œuvre pleinement ou bien est-ce qu'au niveau local, les commandants pouvaient s'abstenir de mettre en œuvre ces ordres et instructions? Réponse. S'il fallait attaquer un endroit, cela devait être fait. Si des ordres n'étaient pas donnés de se retirer, nous devions effectivement attaquer l'endroit en question et le saisir. Réponse. Ou plutôt question. Est-il arrivé qu'un ordre ait été donné mais que les soldats ne l'appliquent pas? Réponse. Si nous ne pouvions exécuter un ordre, et cela est arrivé parfois parce que les forces ennemies étaient trop puissantes, nous avons parfois dû battre en retraite, et donc ça s'est produit. Question. Je passe à la période 1975-79. L'échelon supérieur donnait des ordres aux subordonnés. Ces ordres ont-ils été mis en œuvre de façon absolue et totale? Réponse. De 75 à 79, l'ordre nous était donné de défendre les frontières. Là où j'étais, il n'y avait pas d'affrontement grave avec les pays voisins. Deuxièmement, nous devions subvenir à nos propres besoins. Nous devions donc défendre et cultiver du riz. Mais nous n'y sommes pas vraiment arrivés, car dans les zones côtières, l'eau était salée et donc la production de riz n'était pas très élevée. Question.
Vous dites que vous deviez protéger la frontière. Des ordres ont-ils été donnés concernant le traitement des gens qui prenaient la fuite vers la Thaïlande ou le traitement des pêcheurs illégaux? Et si des ordres étaient donnés d'arrêter ces gens, est-ce que ces ordres devaient être exécutés de façon intégrale? Réponse. Quand j'étais là-bas, des gens avaient été envoyés à l'arrière. Il était très difficile de prendre la fuite parce qu'il fallait traverser des canaux, des ruisseaux, des forêts. C'était donc impossible de passer. Concernant les pêcheurs illégaux des pays voisins, s'ils empiétaient sur notre zone maritime, nous devions les capturer. S'ils prenaient la fuite et que nous ne pouvions pas les capturer, les choses en restaient là. Parfois, nous avons capturé certains de ces pêcheurs illégaux qui avaient empiété sur notre territoire maritime. Question. Je passe à autre chose. L'offensive contre Phnom Penh. Qu'en est-il des soldats que vous commandiez? Combien de temps a-t-il fallu pour que toute la ville de Phnom Penh soit prise? À compter du début de l'offensive et jusqu'au 17 avril. Réponse. Au début de l'offensive contre Phnom Penh, j'ai reçu des ordres 5 jours avant. Ces ordres venaient du commandant de la division. L'attaque devait durer 5 jours et la victoire devait être remportée le 18. Mais en fait, nous avons libéré Phnom Penh un jour plus tôt, le 17 avril 1975. Question. Ces soldats qui ont attaqué Phnom Penh étaient-ce des soldats de division ou de zone? Quand ils sont arrivés à Phnom Penh, est-ce que la ville était contrôlée par différentes divisions ou bien par les soldats des zones? Réponse. À ma connaissance, Phnom Penh était contrôlé par les divisions. L'Est contrôlait l'Est, le Nord, le Sud-Ouest, le Sud-Ouest. Question. Sur la carte de Phnom Penh, a-t-il été précisé quelle partie de la ville devait être contrôlée par le Nord, le Sud-Ouest ou l'Est? Réponse. Cette distinction a été apportée pendant l'attaque. Mais après la libération, il n'y a pas eu de telle répartition quant au contrôle des différents quartiers. Question. La semaine dernière, vous avez
dit quelque chose qui m'a intéressé. Vous avez dit que vos troupes du sud-ouest contrôlaient le quartier se trouvant autour de Borei Keila, ainsi que vers l'est. Qu'en est-il des autres zones? Quels quartiers de la ville les différentes zones contrôlaient-elles? Réponse. Je ne connaissais que les zones contrôlées par les soldats du sud-ouest. Je ne me suis pas déplacé dans la ville et donc je ne savais pas quel quartier était contrôlé par quelle zone, mais j'imagine que c'était la même chose. Question. Au sujet des soldats de l'ONOL, à présent. Pendant cette attaque de 5 jours, est-ce que les soldats de l'ONOL étaient en grand nombre? En arrivant à Phnom Penh, avez-vous vu des soldats de l'ONOL se rendre? Réponse. Pendant l'attaque de Pretotung à Phnom Penh, les soldats de l'ONOL n'ont pas essuyé de grandes pertes. Mais en arrivant à Phnom Penh, il n'y avait plus d'échange de tirs. Je n'ai pas vu des soldats de l'ONOL dans leur caserne. J'en ai vu parfois dans des camions, mais je n'ai pas vu de caserne militaire à Phnom Penh. Question. À l'époque, était-il difficile pour vos troupes d'attaquer les soldats de l'ONOL? Est-ce que vous avez eu recours à de l'artillerie? Réponse. Jusqu'à Pochentong, nous avons utilisé 120 pièces d'artillerie. Question. La semaine passée, vous avez dit que pendant l'attaque, les civils étaient restés chez eux. Ces civils restés chez eux étaient-ils nombreux? Étaient-ce des personnes âgées, des enfants, des malades? Réponse. Je suis arrivé à Phnom Penh, mais je ne suis pas allé plus loin. J'ai vu des civils qui arboraient le drapeau blanc. Ils n'étaient pas dans leur maison, mais ils s'étaient réunis dans certains bâtiments. Certains étaient à l'étage, d'autres au rez-de-chaussée. Il manquait de médicaments et de nourriture, mais il n'y a pas eu beaucoup d'incidents. J'ai vu qu'ils ne se déplaçaient pas.
Les rues étaient occupées par les soldats Khmer rouges. Il manquait de nourriture et de médicaments. Question. Y avait-il des gens prêts à apporter une aide et à régler les problèmes de manque de nourriture et de médicaments? Parce que vous avez dit qu'il y avait pénurie. Qui a contribué à régler ce problème? Réponse. Je ne sais pas si les gens étaient affamés ni comment ce problème a été réglé. Mais d'après mes souvenirs, nous avons vu que des gens avaient pillé les entrepôts de médicaments. Des gens se sont blessés à cause d'éclats de verre. On nous a dit de ne pas retourner dans ce bâtiment pour éviter de se blesser. Donc les gens se sont retirés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ce problème a été résolu ou non. Question. Vous avez dit que les gens ont pillé l'hôpital et qu'ils sont allés dans l'hôpital pour aller chercher les médicaments. Donc vous y étiez. Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu à l'hôpital? Avez-vous remarqué s'il y avait des patients? Réponse. Je n'ai vu personne. C'était la pharmacie. Et je n'ai pas vu de membres du personnel ou quoi que ce soit d'autre. Maître Pikang, j'ai quelques questions de plus à vous poser. Avez-vous vu des jeunes ou des personnes âgées ou des malades quand vous avez libéré Phnom Penh? Réponse. Oui, j'en ai vu beaucoup. Mais je ne saurais dire combien ils étaient. Je les ai vus dans les domiciles, dans les appartements. Question. À l'époque, vous et vos soldats, avez-vous essayé d'entrer en conversation avec ces gens pour gagner leur confiance? Réponse. Les soldats leur ont dit d'être calmes, de ne pas s'inquiéter. Qu'il n'y aurait plus de combat et ensuite nous nous sommes retirés. Question. Et après que vous et vos soldats vous soyez retirés, avez-vous remarqué ce que les gens apportaient avec eux alors qu'ils quittaient la ville? Comment était le départ? Réponse. Nous sommes retournés à l'endroit proche de Stongmen-che pendant 3 jours. Nous avons vu que des gens marchaient le long de la route. Il y en avait qui avaient des bagages. Et d'autres poussaient des charrettes. Ils avaient leur bébé avec eux. Il y en avait même qui devaient pousser leur voiture qui était en panne d'essence.
Les gens emportaient donc des biens avec eux. Ils pouvaient prendre leur voiture ou leur moto. Et après qu'ils tombent en panne d'essence, les gens poussaient les voitures. តើគាត់សប្បាយចិត្តនឹងដើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែរឬទេ Question. Avez-vous regardé leur visage pour voir s'ils étaient heureux ou tristes? Réponse. Les gens m'ont dit qu'ils ne voulaient pas laisser leurs biens derrière eux. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils n'étaient pas heureux. Ils n'avaient pas pu prendre de riz ou autres aliments. On ne pouvait prendre que certains items comme les vêtements, mais pas la nourriture. Question. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser, toujours sur ce même sujet. Saviez-vous si les gens qui quittaient Phnom Penh avaient été avisés qu'ils pourraient revenir dans la ville après quelques jours? Savait-il quoi que ce soit à ce sujet? Réponse. Je ne me souviens pas d'avoir entendu si les gens pouvaient quitter la ville et y retourner. Quand je leur en ai parlé, ils m'ont tout simplement dit que la ville avait été libérée et que c'était tout et qu'il fallait qu'ils partent. Question. Vous connaissiez M. Huyon quand vous étiez dans le maquis, quand vous étiez des soldats de Tamok. Après le 17 avril 1975, qu'est-il arrivé à M. Huyon? Veuillez dire à la Cour ce que vous saviez à son sujet même après 1979. Réponse. Messieurs Huyon et Hunim, je les aimais beaucoup. Je les traitais comme frères et pères. En 1975, c'était la première fois que j'entendais parler de lui, car je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis 1970. Je ne l'ai pas vu après 1975, mais j'ai entendu dire qu'il avait eu des problèmes. Des problèmes de conduite morale. Ou d'inconduite morale, plutôt. Question. Que lui est-il arrivé? Veuillez nous dire. Monsieur Huyon. Et Hunim. Réponse. Je ne les ai pas vus. Pas avant 1979. Question. Savez-vous si M. Huyon est toujours vivant ou s'il est décédé? Réponse. J'ai entendu dire qu'il était mort, qu'il avait été arrêté avant de mourir. ទេថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ូយុនត្រូវបានគេចាប់ Question.
Vous souvenez-vous du problème? Pourquoi M. Huyun a-t-il été arrêté? Réponse. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème parce qu'il s'était opposé à l'abolition de la monnaie. Maître Pékang, il me reste encore quelques questions. À propos de l'époque où vous étiez à Préavéhéan, vous dites y être allé pour voir les gens. Et vous avez vu comment ils vivaient. Avez-vous remarqué... Plutôt, vous avez vu les difficultés auxquelles étaient confrontés les gens de Préavéhéan, et vous en avez fait rapport. En avez-vous fait rapport au comité central? Et à qui en avez-vous parlé, le cas échéant? Réponse. Quand je suis allé à Préavéhéan, Pol Pot m'a dit d'y aller pour aller voir les gens. Car beaucoup de gens avaient été arrêtés et les gens étaient affamés. Et quand j'y suis allé, j'ai revu ce qui s'était produit. Et il est vrai que les gens n'avaient pas assez à manger. J'y suis resté 4 mois environ. Jusqu'à la fin de 1978. J'ai, à ce moment-là, fait rapport de la situation. Le rapport sur les arrestations et les détentions à Siem Reap, mais j'ai manqué de temps et c'est pourquoi je n'ai pas fait rapport à l'échelon supérieur. J'ai une fois fait rapport sur la famille de Khieu Samphan et ceux qui n'avaient pas assez à manger, ainsi que ceux qui avaient été arrêtés et emprisonnés. C'était la seule partie du rapport que j'avais rédigé et il n'y a pas eu d'autres rapports car nous n'avons plus eu de communication car les Vietnamiens nous ont attaqués, ce qui a coupé les lignes de téléphone. Question. Et quand vous rapportiez à l'échelon supérieur, veuillez être un peu plus précis. Qui était votre superviseur direct? Réponse. C'était M. Khieu Samphan. C'est à lui que je faisais rapport. Question. Après avoir fait des rapports à Khieu Samphan, savez-vous si des solutions ont été trouvées pour les problèmes que vous aviez indiqués dans votre rapport? Réponse. Je n'ai pas eu de commentaire de sa part. Je lui ai fait mon rapport et je ne sais pas si des solutions ont été trouvées. Je lui ai dit qu'environ 500 personnes avaient été arrêtées à Rowing. Et plus tard, ils ont été relâchés, mais je ne sais pas ce qui est arrivé aux gens de Préavéhéan. Question. Qu'en est-il des pénuries de nourriture? Réponse. Oui, à l'époque, les gens n'avaient pas de nourriture à manger. Et c'était presque en saison des récoltes.
Quand j'y étais allé, ce n'était pas proche des récoltes, enfin de la période de la récolte. Et quand j'y étais, les gens récoltaient le riz, et donc il y avait du riz à manger. Donc toutes ces personnes qui manquaient de nourriture, on les a rassemblées et on les a ramenées dans les coopératives pour qu'ils puissent y être nourris. Et certaines personnes avaient dû aller faire pousser, ou qui avaient fait pousser des légumes dans la forêt, avaient dû rendre leurs légumes à la coopérative. Question. Vous dites que l'ordre a été donné qu'il soit relâché, mais vous avez dit la semaine dernière que seul le beau-frère aîné de Khieu Samphan avait été relâché, pas les autres personnes. Pouvez-vous être un peu plus précis et nous dire, à part le beau-frère aîné de Khieu Samphan, d'autres personnes ont-elles été relâchées? Réponse. Quand j'étais à Prévire, c'était Bang Sun, à Siem Reap, qui a relâché des gens dans le district de Rowing. Ces gens n'ont pas été emprisonnés. Ils étaient simplement gardés dans un endroit où il n'y avait pas de clôture ou de mur, mais en isolement. Et ils ont tous été relâchés par la suite. Maître Pikong, merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. J'aimerais maintenant laisser la parole à ma consoeur qui poursuivra l'interrogatoire par le parti civil. Et je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Et merci beaucoup, monsieur le président. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Bonjour à vous, Monsieur le témoin, et je vais vous poser quelques questions en m'adaptant au temps limité qui m'est laissé, comme d'habitude d'ailleurs, de ce côté de la barre. Monsieur le témoin, je vais me limiter à des questions qui concernent la sécurité intérieure, qui était un des rôles de l'armée. Et avant cela, je voudrais vous poser une question un peu générale. Vous avez dit qu'à partir de 1976, vous aviez été nommé commandant adjoint de la division 1 de la zone ouest et que vous aviez sous vos ordres 2700 soldats. Est-ce que vous pourriez me dire, monsieur, si parmi ces soldats, il y avait des personnes de moins de 18 ans ? Réponse. Ce n'était pas une division, c'était une brigade. J'étais à la tête d'une brigade. Mes soldats étaient tous âgés de 17 ans et plus. Je vous remercie. Monsieur, donc je vais vous parler des questions de sécurité intérieure. Messieurs les procureurs vous ont interrogé sur les arrestations des soldats à l'intérieur de l'armée et de ce qui était du traitement qui était fait à ces soldats par la suite. Moi, je voudrais vous interroger davantage sur les civils. Lorsque vous étiez commandant adjoint de la brigade dans la zone ouest, en tant que militaire, est-ce que vous receviez des ordres quant à la surveillance des civils afin d'assurer la sécurité intérieure ? Pour les questions de sécurité
intérieur. Les soldats postés sur la frontière n'avaient pas la responsabilité des civils. Nous nous occupions des soldats. Je vous remercie. Est-ce que j'ai bien compris, monsieur, est-ce que vous m'indiquez que vous ne receviez aucun ordre précis d'arrêter des civils? Réponse. Oui. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais citer un extrait d'un procès-verbal d'audition d'une partie civile. Le procès-verbal porte le numéro D 170-1 et c'est la partie civile D 22/27. Je précise que ce procès-verbal figure aux notes de bas de page de l'ordonnance de clôture et qu'il figure aussi sur la liste des procureurs et sur la liste de la partie civile. Je vais donner les ERN. En français, l'ERN est 00485416. En anglais, 00338390. Et en khmer, 0030 43 34 et 35. Est-ce que je suis autorisée à lire cet extrait, Monsieur le Président ? C'est l'extrait d'un procès-verbal d'audition d'une partie civile qui indique ceci. Un jour, pendant la nuit, j'étais en train de dormir avec ma femme à qui on avait ordonné d'aller arracher des patates dans les environs. Un soldat, nommé Hack, venait m'appeler, peut-être entre 9h et 10h du soir, en me disant d'aller réparer une machine dans une rizière la nuit même. Je me disais que peut-être que ce n'était pas pour aller réparer la machine, parce que d'ordinaire, c'étaient les civils qui venaient m'appeler, pas les soldats Khmer Rouge, comme ça. Arrivé à la rizière, je voyais des soldats attendre sur la route. Je savais qu'on allait m'arrêter. Lorsque je montais dans la remorque, je savais qu'on m'arrêtait à coup sûr parce qu'il y avait des soldats qui étaient là aussi. Arrivé chez le camarade Hack, et aussitôt après que j'étais descendue de la remorque, on m'a ligoté tout à coup et m'a installée dans un abri. On me disait de me reposer d'abord avant de m'envoyer le lendemain au centre de détention. Le matin, je remarquais que devant la maison du camarade Hack, il y avait plein de vésicules biliaires humaines. Ce jour-là, on me donnait du riz solide à manger aussi. Le soir, on me ligotait et m'escortait de Vialrin jusqu'à la prison de Kokyong, située dans la commune de Sre Cham, district de Prenup, province de Kampot. On me ligotait avec des cordes de hamac, puis laissait un jeu d'1 mètre pour me tirer comme un bœuf. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle des situations dont vous auriez pu entendre parler de la part des soldats ? Réponse. Je ne savais pas. Très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous aviez, tenant votre grade à l'époque, est-ce que, à votre connaissance, des ordres ont été donnés par la hiérarchie militaire aux soldats quant à l'interrogatoire des personnes qui étaient arrêtées comme celles que je viens de vous citer ? Non, je n'en sais rien. Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire un autre extrait de ce même PV d'audition, un extrait plus court qui porte les ERN en français
0048 54 17, en anglais 0033 83 91 et en khmer 00 30 43 35. Puis-je lire cet extrait, Monsieur le Président? Allez-y. Merci. Donc je cite cette même partie civile qui raconte ce qui s'est passé une fois qu'elle était arrêtée et dans le centre de sécurité de Koh Knyong. Ce matin-là, j'étais le 4e à être emmené pour l'interrogatoire. Parmi ceux qui étaient passés avant moi, seule une personne a survécu et a pu revenir avec les pieds menottés. Quand j'étais devant la porte du lieu des interrogatoires, je voyais qu'on traînait les cadavres des prisonniers qu'on avait frappés jusqu'à ce que mort s'en suive, qui passaient devant moi. Je voudrais préciser que les premières entraves utilisées sur moi étaient en bois et plus tard en fer. Question du juge d'instruction. Décrivez les faits lorsqu'on vous a frappé durant l'interrogatoire. Réponse de cette partie civile. Le nommé Chorm était chef adjoint de la prison. Le chef, dont je ne me souviens pas du nom, et 2 soldats étaient ceux qui m'interrogeaient. Au début, ils me laissaient voir les instruments de torture, comme par exemple la barre en fer, un bâton en bois, un imperméable en plastique qui ressemblait aux illustrations de mon livre. Monsieur le témoin, est-ce que cela vous rappelle des commentaires ou des rapports qu'auraient pu vous faire à vous des soldats? Non, je ne sais rien de tout cela. Monsieur le témoin, tenant votre grade militaire à l'époque, est-ce que vous avez reçu des ordres particuliers quant aux prisonniers qui s'évadaient des centres de sécurité ou des prisons? Personne ne s'est évadé. Là où j'étais. C'était très loin des autres endroits. Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire un extrait de la Constitution de partie civile D22/1328, dont l'ERN en français est 0085 05 61 et Khmer 00 52 57 41 et 40. Le Président, veuillez, je vous prie, lire les ERN plus lentement et de répéter les derniers car ils n'ont pas été interprétés. Oui, excusez-moi. C'est donc la partie civile D22/1328. L'ERN français est le 00 85 05 61. L'ERN khmer est le 00 52 57 41 et 42. Puis-je lire cet extrait? Allez-y. Il s'agit donc, comme la précédente, d'une partie civile qui vivait dans la région dans laquelle vous aviez ce poste militaire, monsieur. Et cette partie civile dit ceci. 10 jours après, elle s'est évadée et elle raconte. 10 jours après, ou plutôt, excusez-moi, elle raconte ceci, elle ne s'est pas évadée. 10 jours après, des militaires m'ont transféré au centre de correction, une prison, où j'avais les pieds enchaînés la nuit et le jour. On m'a affecté au défrichage pour la culture de la patate douce. Tous les soirs, les militaires Khmer Rouge emmenaient des nouveaux ou des gens accusés de trahison à l'Ankar pour les exécuter. Leurs corps étaient enterrés,
à côté de la prison. Dans la journée, les gardes de prison ordonnaient aux détenus de creuser des fosses au pied des manguiers et des cocotiers. Il m'est arrivé de creuser 2 fosses suivant leurs ordres. Fin du premier passage, puis un peu plus loin, cette partie civile dit ceci. Un jour de la saison sèche de 1978, un prisonnier s'appelant Shorn s'est évadé de la prison. 7 jours après, il a été attrapé par les soldats Khmer Rouge. Ces derniers ont réuni les autres prisonniers au champ des bananiers en face de la prison. Ensuite, un soldat de nom inconnu a déclaré qu'on ne devait pas suivre l'exemple du camarade Shorn. Enfin, il l'a exécuté d'un coup de houe et l'a jeté dans une fosse. 1 mois après, 2 autres prisonniers ont été attrapés par les gardes de prison suite à une tentative d'évasion. Ces derniers ont encore réuni les autres prisonniers. Ils ont ordonné aux fugitifs de creuser une fosse et puis d'installer un poteau au bord de cette fosse. Ils les ont crucifiés au poteau. Lorne, le commandant de régiment, nous a ordonné, un autre prisonnier prénommé Ti et moi-même, chacun un couteau à la main, de leur fendre le ventre. Comme je n'osais pas refuser, je l'ai éventré. Est-ce que, monsieur, cela vous rafraîchit la mémoire ou vous rappelle des souvenirs dont vous auriez entendu parler à l'époque de la part des soldats qui étaient sous vos ordres? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de Kyo Sampan. Maître Komsomol. Merci. J'ai une objection à soulever contre la question posée par la co-avocate principale. Ce témoin est allé dans la province de Preawihir après le mois d'août 1978. Et donc, les faits mentionnés dans ce procès verbal concernent la saison sèche de 1978. Mais au Cambodge, la saison sèche, c'est de janvier à avril. Autrement dit, ces faits se sont produits avant que ce témoin n'aille à Preawihir. Par conséquent, ce témoin ne saurait déposer au sujet de ces faits. Je réponds rapidement, Monsieur le Président. Ma question est évidemment un exemple parmi d'autres. Je ne demande pas au témoin s'il connaît cet exemple précis. Je lui demande s'il a entendu parler d'exemples d'évasion et d'arrestation des personnes qui ont tenté de s'évader par des soldats et du sort qui était donné à ces personnes. C'est le simple but de ma question. Ça n'est évidemment pas par rapport à cette partie civile précisément à ce moment précis. Le président. L'objection est rejetée. Le témoin devra répondre à la dernière question posée par la partie civile. Le témoin. Non, je n'en savais rien. Cette région relevait du secrétaire de division. C'était loin de l'endroit où je me trouvais. Monsieur le témoin, lorsque vous étiez au poste que vous occupiez à Koh Kong, est-ce qu'on vous a donné des ordres pour superviser les unités mobiles? Il n'y avait pas d'unité mobile à Koh Kong.
pour creuser des canaux ou construire des barrages. Il n'y avait pas d'objectif de 3 tonnes par hectare, il s'agissait de forces purement militaires. Merci. Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire un extrait d'un procès-verbal d'audition d'une partie civile? Ce procès-verbal figure sur les listes des procureurs et sur les nôtres. Il porte le numéro D125/86 et je voudrais lire un passage dont les ERN sont les suivants. En français, 00 24 30 25. En anglais, 00 24 30 11. En khmer, 00 20 63 89. Puis-je lire cet extrait, Monsieur le Président? Le Président, je vous en prie. Merci beaucoup. Je précise que cette partie civile qui porte le numéro D22/92 était âgée de 20 ans en 1975 et travaillait dans une unité mobile de la zone ouest. Elle dit ceci. En général, pour mon travail de champ, je devais participer à des réunions pour faire des rapports mensuels au régiment commandant l'armée du secteur 37. À l'époque, on appelait mon lieu de travail le secteur 37. Comme j'étais malade, je leur ai envoyé mon rapport par un garçon militaire qui était habituellement convoqué aux réunions. Un peu plus loin, cette partie civile répond à la question suivante. Comment étiez-vous arrêté? Réponse. Au début de la soirée, soit vers 6 heures, le garçon militaire en question est venu me dire que frère Veun voulait me voir juste pour un petit moment. Je l'ai alors suivi. À l'endroit d'arrestation, le garçon me disait « Attendez-moi ici, frère, je vais chercher frère Veun ». Veun était le responsable des unités mobiles de tout le secteur 37. À l'époque, la position de Veun était équivalente au chef de la division. Un moment après le départ de ce garçon, 2 militaires armés de 2 fusils AK m'ont pointé du bout du fusil et ordonné de lever les bras et ont arraché l'écharpe accrochée à ma ceinture pour attacher mes 2 bras en arrière. Fin de citation. Est-ce que, monsieur, cet épisode vous rappelle quelque chose? Avez-vous entendu parler de faits similaires à ceux-ci? Réponse. Je ne suis jamais allé à l'arrière et donc je ne pouvais pas avoir connaissance de cet événement. Monsieur le témoin, tenant votre poste militaire dans la région de la zone ouest et à Kokong en particulier, est-ce que vous avez parfois reçu des ordres de la hiérarchie militaire afin de transférer des prisonniers d'un centre de sécurité tel que celui de Koh Nyong vers des coopératives autour de Kokong afin que ces prisonniers travaillent dans les coopératives? Non, jamais. Monsieur le Président, suis-je autorisé à lire, et ce sera le dernier, un extrait d'une constitution de partie civile, qui est la partie civile D22/772. Je donne les références en français. ERN 00 85 03 48 et en khmer 00 50 21 23. Puis-je lire cet extrait?
សូមជំរាបអនុញ្ញាត Le président. Oui, je vous en prie. Je vous remercie. Ce dernier extrait est le suivant. Il s'agit donc d'une partie civile qui était emprisonnée dans la zone ouest au centre de sécurité et qui dit ceci. 15 jours après, le chef de prison, dont le nom est inconnu, m'a exigé d'aller travailler en dehors de la prison, par exemple creuser la terre, planter la patate douce, élever les diguettes, planter le riz. En mai 1977, les soldats Khmer Rouge ont transféré une centaine de familles de population et ma famille même en camion vers le village de Bak Kronors, commune de Champar, district de Kampong Seila, province de Kokong. En y arrivant, les soldats ont désigné 10 chefs de groupe qui devraient s'occuper de cette centaine de familles des prisonniers. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de choses? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Non. Ces soldats qui procédaient aux arrestations, qui s'occupaient des prisonniers au centre de sécurité, qui s'occupaient d'eux quand ils s'étaient évadés, qui les exécutaient, qui les transféraient, à qui rendaient-ils compte, monsieur? À qui faisaient-ils des rapports si ce n'était pas à vous? Mes soldats ne contrôlaient pas du tout la sécurité à l'arrière. Nous étions en permanence sur le front, nous n'allions pas à l'arrière. Monsieur le témoin, j'aurai une dernière question qui vous concerne plus particulièrement. Vous avez dit à messieurs les procureurs la semaine passée, il y a quelques jours, que vous craigniez vous-même pour votre sécurité personnelle et que vous ne vous opposiez pas, pour cette raison, aux arrestations. Vous l'avez dit à messieurs les coprocureurs. Je voudrais savoir, monsieur, compte tenu de votre grade qui était assez élevé, ce que vous craignez exactement pour votre sécurité personnelle. Je craignais pour ma sécurité, parce que je devais obéir aux ordres de l'échelon supérieur. Je n'ai jamais refusé de me conformer à ces ordres. Mais que craignez-vous, monsieur ? J'avais peur d'être arrêté parce qu'un membre de ma belle famille avait été arrêté. Comme j'étais en permanence sur le front, je me concentrais sur mon travail et je ne m'occupais pas de ce qui se passait à l'arrière. Je faisais seulement ce qu'on me disait de faire. Alors je vous pose peut-être une toute dernière question qui est induite par la précédente. Qu'est-il arrivé aux membres de votre belle famille qui a été arrêté, monsieur ?
Des membres de ma famille et de ma belle-famille ont été arrêtés. Comme j'étais lié à eux, j'avais peur d'être arrêté à mon tour. Mais je ne m'occupais pas de ce qui se passait à l'arrière. Vous n'avez pas répondu à ma question, je la repose. Que leur est-il arrivé, monsieur ? De qui parlez-vous ? Je n'ai pas compris la question. Ces membres de votre famille et de votre belle-famille qui ont été arrêtés, que leur est-il arrivé après leur arrestation ? Un membre de ma belle-famille a commis des actes immoraux. Il a été emprisonné et il est mort. Mais je n'y ai pas réagi car je ne m'inquiétais que de moi-même. Je vous remercie, monsieur, et je vous remercie surtout d'avoir au moins répondu à quelques-unes de mes questions, aussi difficiles que cela puisse être pour vous. Merci. Le président, est-ce que des juges ont des questions à poser ? La parole est au juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Measven. Je suis le juge Lavergne et j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Mais avant de vous poser des questions, j'aurai un document à distribuer. Je pense qu'il pourrait être utilement remis à la fois aux témoins et aux parties. Il s'agit d'une carte en couleur du Kampuchea démocratique. Voilà, cette carte est destinée à avoir une idée un petit peu de ce dont on parle quand il s'agit de régions, zones, secteurs ou districts. Monsieur Measven, vous avez déjà longuement été interrogé, vous avez expliqué que vous avez rejoint la Révolution alors que vous étiez très jeune. Vous êtes engagé dans une ligue de la jeunesse patriotique. Vous avez suivi une formation auprès de TAMOK, dont il a été question encore ce matin. J'aimerais que nous revenions tout d'abord sur les problèmes concernant la structure militaire. Et j'aimerais que vous m'expliquiez exactement quelle était la situation avant la prise de Phnom Penh, puisque vous étiez à la tête d'un régiment qui faisait partie de la division 1, et si j'ai bien compris, cette division 1 faisait partie de la zone sud-ouest, ou en tous les cas était sous l'autorité des secrétaires de la zone sud-ouest. Monsieur Measven, est-ce que j'ai bien compris la situation avant 1975 ? Est-ce que la division 1 était bien sous l'autorité des secrétaires de la zone sud-ouest ? Ce que vous dites est exact. Le micro n'est pas allumé. Le secrétaire de la zone sud-ouest était TAMOK. Qui étaient ses adjoints? Qui étaient les secrétaires adjoints?
បាទតំបន់និរដីពីមុនដំបូង Auparavant, la zone sud-ouest était contrôlée par Tamok. Après lui, ça a été Tassir. Je n'ai connu que ces deux secrétaires de zone. Ces secrétaires de zone, ils avaient des adjoints, n'étaient pas seuls à la tête du comité de la zone. Quels étaient les autres membres du comité de zone? Je ne me souviens pas de leur nom. Je me souviens seulement de Tamok et de Tassi. Je ne connaissais que ces deux personnes. Je ne sais pas quelles autres personnes occupaient d'autres postes. Quelles étaient les autres divisions qui étaient sous l'autorité de la zone sud-ouest? Combien de divisions étaient sous l'autorité de la zone sud-ouest en 1975, avant la chute de Phnom Penh? Il n'y avait que cette division-là, dans la zone sud-ouest. Vous n'avez jamais entendu parler d'une division 2 qui aurait été sous les ordres de quelqu'un qui s'appellerait Sambit? J'ai entendu ce nom, mais je ne savais pas de quelle entité militaire il était responsable. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu à propos de la division 2 ou de M. Sambit? J'ai entendu ce nom, mais je n'ai jamais vu cette personne. Je ne savais pas s'il relevait de la zone ou de la division. Avez-vous entendu parler d'une division 3 et de quelqu'un qui s'appelle Measmout? Oui, j'ai entendu ce nom de Measmout. Et la division 3 était sous l'autorité de qui en 1975? Je pense qu'elle était sous le contrôle de Measmout. Et Measmout, il devait rendre compte à qui? Quel était le supérieur de Measmout? Je ne le savais pas, car nous communiquions rarement. Lors de la prise de Phnom Penh, vous avez entendu parler de M. Measmout ou de la division 3?
បាទឮផង Oui, j'ai entendu parler de la division 3. Et où était-elle? បាទមិនដឹងជានៅខាង Je ne savais pas à quel objectif était affectée la division 3. Je savais juste que mon groupe était au nord. Mais je ne sais pas quel était l'emplacement de la division 3. Alors, revenons à la division 1 au moment donc de la prise de Phnom Penh. Cette division 1, quels en sont les chefs, quels en sont les responsables, le secrétaire, quels sont le secrétaire adjoint? Est-ce qu'il y a un commissaire politique?បាទស្នងការនយោបាយមានតែសឿងគាត់តែស្នងការនយោ C'était Ta Seung qui était le seul commissaire politique. Il y avait une autre personne dont j'ai oublié le nom. C'est quelqu'un qui a remplacé Ta Seung. Son nom ne me revient pas. Celui qui était à la tête de la division, il portait le titre de commissaire politique ou de secrétaire de la division, ou un autre titre? Comment est-ce qu'on l'appelait?បាទណែគេមានប្រធានមានលេខាកងពលមាន Il y avait un secrétaire de division, il y avait un commandant et un commandant adjoint. Quant à Ta Seung, c'était le responsable. Il y avait quelqu'un d'autre, mais son nom m'échappe. Plus bas, il y avait un autre adjoint du nom de Yon qui est décédé. En 1976. Alors, quels étaient les noms des commandants et des commandants adjoints? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous vous souvenez de leurs noms ou est-ce que vous n'en souvenez plus du tout? Mais Ta Seung était le commandant. Parfois, il était aux commandes tout seul. Parfois, il y avait quelqu'un d'autre qui venait le remplacer. Parfois encore, il y avait un commandant de régiment qui agissait en son nom sur le champ de bataille. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire combien de régiments il y avait dans la division 1 et quels étaient les noms de ces régiments?បាទនៅកងពលធំមិនមែនកងពលធំទេនៅកងពលតូច J'ai parlé d'une brigade. Dans une brigade, il y avait 3 régiments. Le régiment 16, le 15 et le 17. Il y avait
un autre bataillon spécial attaché à la brigade. Mais j'ai oublié le chiffre qui était associé à ce bataillon. Et quelle était la fonction du bataillon spécial? Il était chargé de quoi? Bah, វិរៈសេនាតូចពិសេសរបស់កងពលនឹង Le petit bataillon, ou le bataillon spécial, s'occupait de faire venir l'unité du renseignement à propos des ennemis au champ de bataille. Vous-même, monsieur, vous étiez à la tête de quel régiment? Bah, ខ្ញុំនៅវិរៈសេនាធំ J'étais à la tête du 16e régiment. Il y avait combien de soldats au total dans la division et dans votre régiment? Bah, ក្នុងមកវិរៈសេនាធំនឹងមាន3វិរៈសេនាតូចក្នុងវិរៈសេនា Réponse. Il y avait 3 bataillons dans le régiment, dans la division, et 300 personnes. « 300 personnes par bataillon ou 300 personnes dans le régiment? » ក្នុងមួយវិរៈសេនាធំនឹងមាន Le régiment avait 3 bataillons. Chaque bataillon avait quelques 300 ou 400 soldats. Cela dépendait du champ de bataille, en fait. S'il y avait des soldats blessés pendant les combats. Le président. Merci, monsieur le juge Laverne. Le moment est venu de prendre la pause matinale. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause. Veuillez vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant la reprise des débats. En effet, nous reprendrons à moins 10, 11h moins 10.